Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Queen Mafa TV, la web télé des femmes. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir une dame dont le parcours force le respect et l'admiration. Elle est leader, charismatique, coach en développement personnel, formatrice et également écrivaine. Elle est fondatrice de Team Coach et s'est imposée comme une véritable référence dans l'accompagnement des femmes et des jeunes vers le leadership et l'épanouissement personnel. Son engagement, son influence et son impact dépassent les cadres habituels du coaching car elle est aujourd'hui un véritable modèle pour de nombreuses jeunes filles. Après des études en marketing à l'Institut supérieur de management de Dakar, elle a choisi de se réinventer pour se consacrer pleinement à la formation, à l'accompagnement humain et au développement du leadership. Il s'agit de Fatim Touré Konkobo, plus connue sous le nom de Coach Fatim. Bonjour coach et bienvenue à cette émission. Alors, vous avez étudié le marketing à l'Institut supérieur de management à Dakar avant de vous réorienter vers le coaching et la formation. Qu'est-ce qui justifie ce changement de carrière? Merci beaucoup. Après l'ISM donc de Dakar, j'ai poursuivi, où j'ai eu la licence, un DST, j'ai poursuivi le master au CESAC de Dakar où j'ai fait maintenant marketing stratégique. Parce qu'en licence, j'avais fait marketing communication. C'est en faisant marketing stratégique que je me suis rendu compte que ce que j'aimais, plus c'était au-delà du marketing des produits qui peuvent être des produits du quotidien, hein, le lait, l'eau, le savon. Il y avait le marketing social qui lui accompagnait les changements de comportement des humains. Comment par exemple amener quelqu'un à changer d'attitude, de comportement face à une situation. Comment, par exemple, des campagnes de salubrité publique, pourquoi quelqu'un, au lieu de jeter un déchet dans la poubelle, le jette sur le sol ou dehors. Comment faire comprendre, comment amener cette personne-là à aller vers ce changement de comportement est plutôt quelque chose qui m'intéressait. Donc, de fil en aiguille, c'est comme ça que, en embrassant le marketing social, ça m'a amené à mieux comprendre le parcours, le comportement humain et à m'y intéresser beaucoup plus fortement. Maintenant, c'est tout ce qui va concerner mon expatriation avec mon mari qui m'a amené à déjà commencer à écrire sur ce que je découvrais, mon ressenti, mes peurs, mes doutes, mes échecs, mes découvertes. Et puis, ce blog-là a été beaucoup commenté. Les gens me revenaient, ils me posaient des questions. Et je ne voulais vraiment pas être conseillère. Ce que je ne voulais, parce que mon vécu n'est pas le vécu de quelqu'un d'autre. Mon expérience n'est pas l'expérience de quelqu'un d'autre. Donc, j'ai voulu trouver un métier qui me permettait de pouvoir accompagner les gens sans les conseiller pour leur permettre d'atteindre leur propre vérité. Donc, voilà ce qui m'a conduit au coaching. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous cumulez plusieurs casquettes, coach, formatrice, mentor, auteur et team builder. Parmi toutes ces casquettes, laquelle vous passionne le plus et pourquoi? Auteur. Auteur. Parce qu'avant tout, j'aime écrire. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé lire. J'avoue que je ne savais pas que je pouvais écrire et que ce que j'écrivais pouvait plaire. Parce que j'écrivais déjà pour moi, pour noter, pour garder, pour que mes enfants lisent après. Oui, je dirais que le rôle d'auteur est celui que je ferai toujours, même si on ne me paie jamais pour ça. Voilà. Super. Vous êtes la fondatrice de Team Coach. Comment est née cette initiative et quels problèmes cherchez-vous à résoudre concrètement? Alors justement, après ces questions qui revenaient sur le blog, en 2016, j'ai décidé, en me renseignant, ce que c'était, comment je pouvais mieux accompagner les gens en trouvant le métier de coaching, j'ai décidé de ne pas y aller comme ça, mais de passer d'abord par une certification pour avoir les outils pour accompagner les humains. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Donc c'était 2016, j'ai eu la certification, un master coach en corporate et life coaching de ICI Genève en 2017 que j'ai parachevé et puis maintenant j'ai pu me lancer dans les activités. Sinon depuis 2016, j'ai commencé. L'initiative et le pourquoi, c'est vraiment accompagner des gens avec des outils adaptés et professionnels pour leur permettre de parvenir à leur propre vérité et atteindre leur propre potentiel, que ce soit pour les individus physiques que les individus moraux, c'est-à-dire les entreprises, les organisations qu'on peut accompagner. D'accord. Vous organisez régulièrement des activités dénommées team building. Pour les profanes, qu'est-ce que ça veut dire exactement et qui est la cible des team building? Bien. Team building, c'est clairement construction d'équipe.
en traduction littérale du français, de l'anglais au français. C'est comment construire, bâtir, comment amener une équipe. Le but principal d'un team building, c'est la cohésion d'équipe. C'est comment amener une équipe à faire cohésion, à avoir de la cohésion. Maintenant, à travers ça, qui dit cohésion dit collaboration, dit communication, dit en tout cas travail ensemble, esprit d'équipe, construction d'une équipe, d'esprit d'équipe. Donc le team building, c'est tous les outils les outils qu'on peut utiliser pour accompagner une équipe déjà constituée ou pas, à pouvoir travailler et collaborer ensemble en bonne intelligence. Donc le team building, ce n'est pas que de l'animation. Les gens croient que c'est viens nous ambiancer un peu. Donc je profite le dire, je ne suis pas une ambianceuse. Même si les gens peuvent être ambiancés à ma présence, ce n'est pas le but premier. Le team builder n'est pas qu'un animateur. Il vient animer une session de team building, mais avec des outils qu'on appelle des outils andragogiques. Les outils andragogiques, c'est des outils adaptés, des outils, des jeux, des exercices adaptés aux adultes. Parce qu'il y a des outils des tout petits qu'on peut aussi détourner. Et puis parce que les adultes ne jouent plus. Surtout au Burkina, ici, les gens sont trop sérieux. Pourtant, ils aiment jouer. Quand ils ont l'occasion et qu'ils sont dans les cadres sécurisés. Parce qu'à travers le jeu, comme les enfants, les adultes aussi peuvent apprendre. Et en faisant des jeux, des exercices entre eux, les gens apprennent. Donc le team building, c'est tous les outils qu'on peut mettre ensemble pour pouvoir aider une équipe à construire sa cohésion d'équipe et à faire l'équipe ensemble. Alors, pourquoi l'accompagnement des femmes et des jeunes filles occupe une place aussi centrale dans votre engagement? Déjà parce que j'en suis une, parce que dans ma vie, j'ai eu des exemples féminins qui m'ont marqué. Ma grand-mère maternelle avec qui j'ai grandi à la maison, ma mère, mes sœurs, mes grandes sœurs. Mais il y a beaucoup de figures féminines comme ça qui m'ont marqué. Et je dis toujours que ma grand-mère à moi, qui est la mère de ma mère, je la trouvais beaucoup plus libre que beaucoup de femmes de mon époque. Donc, avec toutes les valeurs elle a transmises, toutes les valeurs de ma maman, et j'ai des filles aussi, j'ai des filles, j'ai des nièces, ça m'a toujours amenée à pouvoir leur parler parce que j'ai traversé aussi certaines étapes qui pourraient les aider à vivre mieux ces étapes-là qu'elles passent. Et puis, bon, naturellement, les filles viennent à moi aussi pour des accompagnements ou à travers des programmes et ça fait toujours plaisir de pouvoir partager. Selon vous, qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui pour développer un leadership affirmé chez la jeune fille? Se connaître, mieux se connaître, bien se connaître, toujours se connaître, parce que la connaissance de soi est la base de la confiance en soi. On dit qu'avoir confiance en soi, c'est d'abord se connaître, ensuite croire en son potentiel et en ses capacités. Donc si on ne se connaît pas, comment on peut croire en son potentiel et en ses capacités qu'on ne connaît pas? Donc chez la jeune fille, comme chez toute autre personne, la base du leadership, c'est se connaître. Se connaître va impliquer connaître ses qualités, ses défauts, ses limites, ses peurs, ses points forts et connaître surtout ses valeurs et ce qu'on met dedans. Parce que quand mieux on se connaît, mieux on sait ce avec quoi on peut interagir, ce qu'on supporte ou pas, quelles sont nos limites, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas et qu'est-ce qu'on accepte dans notre vie. Coach, vous êtes aussi mentor au sein du WOLAF, l'initiative Women Leadership in Africa. Que représente ce rôle pour vous? Je le WOLAF, je suis mentor depuis 2017, par bonheur. Et j'ai découvert le WOLAF, j'ai découvert cette émulation, cette envie d'autres jeunes filles de pouvoir apprendre, comprendre et puis de pouvoir nous partager le parcours qu'on a eu. Et cette initiative, je l'aime parce que j'aime le partage. Comme on dit, le savoir, c'est quelque chose que quand tu partages, tu ne perds rien. Au contraire, transmettre, on dit que c'est apprendre 2 fois. Donc, partager pour moi du savoir utile, c'est apprendre doublement. Parce que quand je vais partager, quand je vais mentorer, quand j'accompagne, elles apprennent de moi, mais j'apprends aussi beaucoup d'elles et du comportement qu'elles peuvent avoir, des trajectoires qu'elles peuvent avoir. Donc, le WOLAF est une initiative qui me tient beaucoup à cœur. Depuis 2-3 ans, je ne prends plus directement de mentorer parce que ça fait 3 mentorés par an à suivre, mais je donne toujours la conférence sur la connaissance de soi et le leadership personnel, qui permet aux filles d'avoir des bases pour pouvoir déjà affronter l'année de mentorat et puis le cours et le reste de leur vie. Okay.
On reste dans le cas du OLAF. On constate que sur vos réseaux sociaux, vous avez une certaine complicité avec vos mentorés, notamment une vidéo que vous avez publiée lors de votre anniversaire de mariage qui a été réalisée par une de vos mentorées. Comment arrivez-vous à créer ce lien avec ces dernières? Le lien a été maintenu, je pense, à travers l'accompagnement qu'on a eu. Il faut savoir que c'est une expérience humaine. Il y en a pour qui ça aboutit, il y en a pour qui ça n'aboutit pas. Mais je pense qu'elles ont gardé en tout cas un bon souvenir de cet accompagnement-là, de cette année où on a pu s'accompagner. Et puis on est toujours en contact avec certaines qui me donnent de leurs nouvelles. Ça me fait toujours très plaisir de savoir qu'elles vont bien. Et c'est comme ça qu'on maintient le contact. Elles se rappellent d'anecdotes dont moi je ne me rappelle pas souvent. Mais je prends plaisir à les voir évoluer, qu'elles me donnent de leurs nouvelles ou pas. Dans tous les cas, je ne leur souhaite que du meilleur. Même celles que je n'ai pas mentorées directement, toutes celles qui étaient là et qui ont pu bénéficier de quelque chose que j'ai transmis, sont des gens, il y a des personnes qui ne sont pas mes mentorées, il y a des filles qui n'ont pas été mentorées par moi directement, mais avec qui je garde aussi des liens, des contacts qui m'écrivent de temps en temps, que je retrouve par pur bonheur dans beaucoup d'entreprises et d'organisations. Et je leur souhaite que du bonheur. Que du bonheur. Justement, en parlant d'anniversaire, vous avez célébré vos 15 ans de mariage. Les internautes ont bien envie de savoir quel est le secret d'une vie de couple épanouie. Ouais. 15 ans plus tard, je dirais sincèrement le respect. Le respect parce que c'est une de mes valeurs fondamentales et je crois que c'est l'une des valeurs que je partage en commun avec mon époux. Le respect qui va inclure le respect de soi-même, le respect de l'autre, comment l'autre aussi nous respecte, comment on veut être respecté, comment on traduit le respect chez nous. Le respect, la foi, ça compte beaucoup. Parce que mon père m'a posé la question avant, dans mes critères, je lui ai dit je voulais un homme qui me respecte et un homme qui croit en Dieu et un homme qui m'aime. Et il m'a demandé pourquoi l'amour venait en dernier. Et je lui ai dit, quelqu'un peut tout te faire au nom de l'amour, mais quelqu'un qui te respecte, s'il y a le respect d'abord et que l'amour s'ajoute, il y a plus de cohérence. Mais s'il ne fait que t'aimer, l'amour là, ça ne suffit point. Donc, s'il n'y a pas le respect, parce que quand on te respecte, il y a des choses qu'on ne te fait pas. Mais quand on t'aime seulement, au nom même de cet amour, on peut te faire tout et n'importe quoi et revenir dire que c'est parce que je t'aime. Donc, je mettrai dans l'ordre beaucoup de respect, de foi, de croyance en Dieu. Il faut que vous soyez alignés sur ça, que vous priez le même Dieu ou pas. Mais en tout cas, il faut que chacun ait une foi. Il faut que chacun sache qu'il y a quelque chose au-dessus de nous tous qui nous guide et en quoi on croit. L'amour et puis beaucoup de communication. Parce qu'en général, on dit beaucoup de communication, mais on ne dit pas tout ce qu'il faut pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une bonne communication. Je crois que le respect en est la base. Alors, c'est bien noté. Merci pour le conseil. Alors, aujourd'hui, la question de l'éducation bat son plein au point où certains parents ne savent même plus où donner de la tête. Pourtant, on constate toujours sur vos réseaux que vous avez une belle complicité avec vos enfants. Comment vous arrivez à créer ce lien fort avec eux malgré vos multiples responsabilités? Là, par contre, je commencerai par la communication. Parce que les enfants, j'ai toujours communiqué avec eux depuis le ventre jusqu'à tout petit. Parce que les gens ont tendance à croire que les tout petits, les bébés, les enfants ne comprennent pas ou ne comprennent pas ou n'entendent pas ou qu'on n'a pas besoin, on a juste besoin de leur donner des ordres. Fais ci, ne fais pas ça, pourquoi tu fais ça? Alors que moi, j'ai toujours parlé, mais naturellement. Et puis, j'ai regardé ma mère. J'ai essayé de faire ce que ma mère faisait. Deuxièmement, ce que mes sœurs ont fait. Troisièmement, ce que je trouvais moi bon, ce que je voulais garder de tous ces modèles que j'ai reçus. Communiquer. Il y a une de mes grandes belles-sœurs qui me taquine en disant, elle m'appelle, viens, je vais t'expliquer. Parce que quand les enfants étaient petits, quand je parle de petits, c'est 6 mois, 9 mois, 1 an. Quand il faut une bêtise, je dis, viens, je vais t'expliquer. J'attrape l'enfant, j'attrape ses mains, je l'assois et je me mets à sa hauteur. Et je lui dis, tu vois ce que tu as fait là, est-ce que c'est bien? Donc, il y a toujours eu cette communication. Je peux être très ferme, mais je veux d'abord comprendre comment tu en es arrivé à faire telle bêtise pour que l'enfant se sente à l'aise pour venir nous parler. Parce qu'il y a des enfants qui, malheureusement, rencontrent des difficultés, des épreuves ou même des agressions parce qu'ils n'ont pas eu le courage ou ils ont eu peur d'en parler à leurs parents parce que le parent allait être la personne qui allait soit les incriminer, soit les accuser, soit ne pas les croire, soit ne même pas les écouter.
Soit les punir. Soit les punir, voilà, alors que ces enfants-là sont victimes. Donc, ça a toujours été la communication et puis la prière. Toujours la prière. Toujours là, parce qu'on peut tout donner à un enfant, on peut tout faire bien. On peut donner la meilleure éducation qui soit, mais à la fin, en Dula, on dit qu'il tu accouches un enfant, mais tu ne t'accouches pas toi-même. Il a son propre destin, il a sa propre vie. Il n'y a que Dieu qui peut t'aider à l'accompagner quand toi, tu n'as pas le regard sur lui. Donc oui, il ne faut pas faire l'économie de la prière. Vous êtes également auteur du livre Lagaré Doroni, qui signifie en français La petite sœur de la Benjamine. C'est un titre assez évocateur. Quelle est l'histoire derrière? Déjà, lisez le livre. J'invite tout le monde à lire le livre. Mais ceux qui l'ont lu, on peut commenter. Lagaré Doroni. Alors, moi, je suis la Benjamine d'une famille. Je suis venue très... J'étais pas, comme j'ai dit, j'étais désirée, mais je n'étais pas programmée. Donc, il y a 20 ans entre ma sœur aînée et moi, il y a 12 ans et demi entre l'avant-dernière et moi, qui donc était, elle, considérée comme la Lagaré, la pauvre. Je suis venue mélanger sa vie. Wow. Donc, il y a une de mes tantes qui m'a appelée, on m'a dit c'est elle la Lagaré. Il ne faut pas venir fatiguer notre Lagaré, c'est elle la Lagaré. Et moi, on m'appelait Lagaré Doroni. Donc, j'accepte tout. Le rôle de Lagaré, là, moi, je suis une Lagaré, je ne me fâche pas. Peu importe comment on m'appelle, je suis déjà là. Donc, Lagaré Doroni, c'était aussi pour... Je voulais un titre qui parle. Et parce que aussi, c'est un titre qui suscite des interrogations. L'autre chose aussi, c'était aussi pour raconter mon parcours multiculturel à travers tous ces pays-là où on a résidé. Moi, j'ai fait mes études à Dakar, mais en expatriation, on a résidé en Ouganda, au Gabon, à Madagascar, au Mali, avant de rentrer au Burkina. Donc, j'avais envie, comme dans le blog, de raconter ce parcours-là à travers un livre. Y a-t-il une expérience marquante, positive ou difficile qui a influencé votre parcours et votre vision de la vie? Alors, je dirais que ce qui m'a forgé, sans que je ne le choisisse, c'est mon endométriose. Donc, toutes les filles ont leur menstru, mais moi, c'est venu avec des douleurs. Donc, diagnostic tardif, etc. Règles précoces, mais diagnostic tardif. Et disons que toute la gestion de cette maladie avec les douleurs, parce que c'est une maladie douloureuse, handicapante, qui t'oblige à adopter un certain style de vie, à positiver, même si ce n'est pas évident pour tout le monde, parce que la douleur peut nous transformer aussi en quelqu'un de moins positif, parce que c'est difficile d'encaisser tout ça. Et l'endométriose entraîne aussi pour 50% des femmes atteintes des défis de fertilité. Et comme moi, je rends grâce à Dieu d'avoir pu avoir des enfants, donc je me suis dit que si, malgré tout ce parcours, malgré toute cette douleur, j'ai pu quand même avoir des enfants, je devais déjà rendre grâce, pas me résigner à souffrir, mais être résiliente, parce que je fais la distinction entre résilience et résignation, c'est pas la même chose. Continuer à trouver des alternatives pour traiter ça, mais à aussi je n'ai tellement pas le temps. Cette maladie occupe une grande partie de mon moi. Donc, en dehors de ça, les moments où je suis pleinement bien, où je n'ai pas mal quelque part, je ne peux pas mettre dans ma vie encore de la négativité. Donc, ça m'oblige à aller vers des sources de positivité, de joie, pour pouvoir profiter de la vie, parce que j'ai l'endométriose, mais l'endométriose ne définit pas qui je suis. Justement. Voilà. Sur votre page Facebook, vous avez partagé une publication sur les 100 personnes les plus influentes du monde, avec une légende, je cite, « Inspiration continentale et mondiale, un jour mon rêve sera réalité ». C'est une publication qui laisse quand même entrevoir une grande ambition, celle d'une influence continentale et voire même mondiale. Est-ce un rêve assumé, un objectif ou une vision que vous construisez progressivement? Le tout. C'est un rêve assumé, c'est une ambition assumée et volontaire. Je me dis que déjà quand on écrit, on peut être lu partout, pendant nous, après nous. Il y a des gens qui sont connus après leur départ. J'ai la chance de pouvoir écrire et que certains lisent maintenant, parce que je trouve que écrire, c'est s'installer dans l'intemporalité, c'est s'inscrire dans le temps, c'est garder. Je trouve que les Africains ne se racontent pas assez. Donc, ne reste que de nos histoires ce que les gens disent de nous.
alors que pendant qu'on est vivant, on peut nous-mêmes raconter la réalité de notre vie. Et dans La Gade Doroni, j'écris le quotidien d'une femme africaine expatriée en Afrique noire, dans un milieu multiculturel. Parce qu'on oublie de dire que la majorité des voyages dans le continent se fait entre pays africains. On voit toujours les migrants qui partent, mais on oublie que la plupart des Africains qui se déplacent dans le monde se déplacent surtout dans d'autres terres africaines, mais qui ne racontent pas ces expériences au contact d'autres peuples. Et puis, tonton Dangote, c'est parce que j'ai mis ça, parce que déjà, c'est une inspiration continentale, au vu de... Parce qu'il aurait pu juste se contacter, lui, de vivre de ce qu'il a actuellement, mais malgré je crois qu'il a autour de 70 ans, malgré ça, il continue d'investir, c'est-à-dire que de semer pour l'avenir qu'il ne verra sûrement pas. Et ça, c'est quelque chose qui inspire, comme lui, comme d'autres grands noms de nos économies, burkinabés et d'ailleurs. Et parce qu'un jour, comme ça, j'ai rêvé de lui. J'ai rêvé de lui dans la paix. J'ai rêvé, c'est lui qui m'a envoyé un WhatsApp pour dire qu'il faut qu'on se voit. Je me suis dit que forcément, c'est un signe. Et si c'est un signe, pourquoi je ne devrais pas y croire? C'est un être humain, nous marchons sur le même sol. Et on dit toujours qu'on est à 5 mètres de tous les autres êtres humains sur la Terre. Et avec le numérique, on est à 3 mains maintenant, à 3 personnes. Il y a 3 personnes en nous et la personne qu'on connaît. Et je connais quelqu'un qui le connaît. Donc un jour, forcément, je peux le connaître. Voilà. Donc j'ai décidé que c'est mon oncle. Ok. La nièce de Dangote. Dernièrement, dans la sous-région, nous assistons à des violences sur toutes les formes, impliquant des femmes mais aussi des enfants. Exemple, le cas du Cameroun, du Congo, mais aussi au Burkina Faso. Oui. Selon vous, comment protéger nos enfants et quelles sont les actions concrètes à mener aujourd'hui pour lutter contre les VBG? C'est des cas terribles qui m'ont beaucoup affectée. Il faut savoir que dans ma pratique du coaching, je n'accompagne pas les enfants. J'ai les outils pour, mais c'est un choix volontaire. Parce que tout ce qui va toucher aux enfants est quelque chose qui me touche profondément. Donc l'enfant va pleurer, moi je vais pleurer, je ne vais pas résoudre son problème. Je vais en vouloir aux parents. Donc je vais accompagner les jeunes adultes à partir de 18 ans en montant. Et donc, les derniers événements, effectivement, comme beaucoup, m'ont profondément affectée. Et ça m'a ramené à me poser des questions sur qu'est-ce qu'il faut faire. Et je pense qu'on ne peut pas faire vraiment l'économie de la communication avec les enfants et de la présence de qualité. On a tous 24 heures de vie sur Terre. Nous tous, nous nous débattons avec toutes nos activités au quotidien, mais on n'a que 24 heures. Et on pense souvent qu'il faut beaucoup de temps avec les enfants pour pouvoir leur transmettre les valeurs qu'on veut ou pour pouvoir échanger avec eux. Alors que la vérité, c'est que ce n'est pas la quantité du temps qui est importante, c'est la qualité de ce temps-là. Il y a des gens qui passent 8 heures de temps avec l'enfant à la maison, mais le parent est sur son téléphone ou bien sur la télé, l'enfant est sur sa console ou sur la télé. Ils sont là ensemble dans la maison, mais ils ne communiquent pas, ils ne se connaissent pas. Et puis, il y a des gens qui peuvent, quand ils reviennent du travail, avoir 15 minutes, mais 15 minutes où on est focalisé que sur l'enfant. 15 minutes où on n'a pas son téléphone, où il n'y a pas la télé, ou si la télé est là, c'est en fond sonore. 15 minutes où on cause. Comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour savoir quel est le quotidien de la vie de l'enfant, qu'est-ce qu'il traverse, pour même remarquer les changements de comportement. Un enfant qui était bouillonnant, qui tout à coup est très calme, ou un enfant qui était très calme, qui commence à être agité, ou un enfant qui commence à être violent, ou verbalement, ou physiquement, qui commence à casser des choses ou à attirer votre attention, est forcément un enfant qui a un défi. Même, le mieux même, c'est d'anticiper tout ça. Donc, de faire en sorte que les enfants n'aient pas peur de venir, qu'on soit le premier réflexe qu'ils ont pour venir se confier, pour qu'ils n'aillent pas confier leurs déboires à d'autres qui pourraient leur conseiller des choses qui sont en dehors des valeurs de la famille. Donc c'est vraiment la communication et prendre le temps de qualité. Des fois on dit qu'on est occupé parce qu'on dit on fait tout ça pour eux, j'ai investi pour eux, je leur donne, mais le matériel là, c'est pas ça qu'ils vont garder. Nous tous, quand on grandit, on se rend compte qu'on se rappelle plus des moments avec nos parents que des cadeaux qu'ils nous ont donnés. Voilà, parce que c'est ça qui reste à la fin. Donc faire en sorte d'établir une communication non effrayante qui permet à l'enfant de pouvoir nous parler sans crainte, sans peur, en toute confiance, parce que ça reste nous les adultes et eux les enfants.
Et aussi les moments de qualité. Complètement. Manger ensemble, c'est important. Dans ma culture, on mange souvent à la main. Chez nous, en grande famille, il y a toujours eu le dimanche midi, le grand bol où on mangeait tous à la main avec les parents. Peu importe l'étranger qui arrive, quand ils viennent nous trouver, on mange. Donc, j'essaye de reproduire ça parce que ça crée des liens. Ça solidifie les liens. Manger ensemble, dormir ensemble, causer ensemble, se balader, se promener, rigoler, se taquiner, se moquer parce que des fois, ils m'imitent. Avec leur papa, des fois ils m'imitent quand moi-même, des fois je les surprends en train de m'imiter, en train de se donner des conseils avant de me parler. Donc, ils vont dire non, pourtant tu connais maman, elle va même pas accepter. Mais ces moments de qualité-là sont vraiment, vraiment importants. Et pour eux, et pour nous. Parce que l'enfance, finalement, ça passe très vite. Hein. Très vite. Merci, coach. Merci Nous sommes beaucoup. à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot? Ce que je voudrais, déjà, merci beaucoup pour l'accueil, pour le joli plateau, pour la conversation, pour l'échange. Et puis, dire aux gens de continuer à apprendre, de ne pas faire l'économie de la recherche de savoir, parce que l'ignorance coûte trop cher à notre pays. Et tous les conflits qu'on a, c'est surtout la base de beaucoup d'ignorance et beaucoup de méconnaissance de l'autre en face de nous. Parce qu'on croit que notre réalité est la seule réalité. Alors qu'il y a des choses qu'on peut faire à Ouaga, qu'on ne peut pas faire à Bobo. Il y a des choses qu'on peut faire à Bobo, qu'on ne peut pas faire à Dori, qu'on ne peut pas faire à Koudougou. Donc ne pas faire l'économie de la connaissance de soi et de la connaissance de l'autre. Ça permet d'ouvrir l'esprit et de savoir qu'on est pareil et qu'on peut vivre ensemble en bonne intelligence, sur des socles communs de valeurs qui nous réunissent. Donc vraiment continuer à apprendre et puis lire. Lisez, ça fait du bien à l'esprit. C'est très important. Merci beaucoup, coach, pour cet entretien riche et plein d'enseignements. J'espère que nos téléspectateurs également vont tirer beaucoup de leçons. Et on retient de votre parcours une femme engagée, déterminée et profondément investie dans l'accompagnement des femmes et des jeunes vers un leadership plus affirmé et une vie plus épanouie. Votre vision et votre engagement continuent d'inspirer et d'impacter de nombreuses personnes au-delà des frontières. Chers internautes, nous sommes à la fin de cet entretien. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager et pourquoi pas nous retrouver avec d'autres entretiens plus inspirants.